Weili Zhang, qui rêve de devenir double championne, l'UFC en fait-elle trop avec Michael Chandler, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le mercredi 5 février 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Et on commence avec Dricus du Plessis qui est passé devant les journalistes pour le traditionnel question-réponse d'avant-combat, d'avant pay-per-view même on pourrait dire. Dans un premier temps, il a réaffirmé être convaincu d'avoir nettement battu Strickland la première fois, mais qu'il est bien conscient, bien sûr, qu'il faudra ce week-end proposer encore une meilleure performance. On lui a aussi demandé si déjà avoir partagé l'octogone avec Strickland pendant 25 minutes, je le rappelle, est un avantage. Il a eu une réponse tout en nuance, je dirais. Oui, c'est un avantage, car ça ne va pas être un saut dans l'inconnu. Par contre, il ne faut pas faire l'erreur de croire que le combat sera identique, Strickland forcément ayant dû procéder à quelques ajustements. Il a aussi été évoqué son style à Dricus du Plessis, souvent jugé étrange ou en tout cas maladroit. Lui, il l'a seulement décrit comme efficace, et bon bah jusqu'à maintenant, on ne peut pas vraiment lui dire le contraire. Strickland, vous le savez, se plaint énormément du résultat du premier combat, mais ce que dit Dricus du Plessis, c'est que Strickland, il a énormément de split décisions dans sa carrière, et que dans ce genre de situation, quand tu n'es pas capable de terminer le combat, ou au moins laisser une impression nette de ta victoire, malheureusement, parfois la pièce tombe du mauvais côté, et tu repars avec une défaite. Concernant la coupure que Strickland s'est fait dans le premier combat et qu'il attribue à un coup de tête qui, d'après lui, lui aurait coûté ce fameux combat, Duplessis, lui, est convaincu que ce n'est pas survenu sur un coup de tête, mais sur un coup de poing, et que c'est donc à mettre entièrement à son crédit. Il a aussi décrit le style très peu orthodoxe. Alors le sien déjà ne l'est pas, mais celui de Strickland est aussi assez particulier. Et ce qu'il explique, c'est que Strickland, il t'envoie des jabs, il t'envoie des kicks. Toi, en tant qu'adversaire, tu recules, tu attends l'ouverture, tu attends de pouvoir le contrer. Sauf que d'un coup, tu réalises qu'il y a déjà 2 rounds qui sont passés, que tu n'as pas trouvé ce contre, que tu n'as pas trouvé cette ouverture, et que donc tu es en retard, qu'il faut courir après la montre, et que c'est ce qui coûte bien souvent la victoire à la plupart des adversaires de l'Américain. On lui a aussi fait remarquer qu'il n'était pas très respecté en tant que champion, ou en tout cas que beaucoup ne lui donnent pas le crédit qu'il devrait lui donner. Lui, il explique que ça ne l'atteint pas du tout, qu'il se concentre seulement sur le positif, et qu'il ressent quand des gens le soutiennent, le poussent, et que ça lui fait bien sûr très plaisir. Il a aussi dit que ce n'était pas le moment pour lui de monter de catégorie, que les poids moyens sont extrêmement intéressants en ce moment, que par exemple si Robert Whittaker avait battu Shimaev, alors ça aurait été une revanche contre Strickland, puis une revanche contre Whittaker, dans ce cas-là il aurait peut-être pensé à monter, mais actuellement le top 5 est vraiment exceptionnel, et surtout ce top 5 il a énormément changé ces dernières années, donc ça lui donne envie de rester, ça lui donne envie de montrer qu'il est le meilleur poids moyen sur Terre. Et puis il a terminé avec un point assez drôle. Je sais pas si vous connaissez le film Never Back Down, mais lui il assure que c'est ce film qui lui a donné envie de se mettre au MMA. Ça m'a fait plutôt sourire. Sur cette carte en co-main event, c'est la chinoise, la championne Weili Zhang qui va défendre contre Suarez. Elle a commencé par décrire cet adversaire. Elle met à son crédit une très bonne lutte, un très bon grappling, mais surtout un très bon contrôle. Et d'après elle, ça la motive à se surpasser, à vouloir bien sûr garder sa ceinture. Elle veut prouver beaucoup de choses dans ce combat. Elle veut aussi nous montrer de nouvelles choses qu'on n'a pas encore vues de sa part. Et puis surtout, elle s'estime bien plus rapide debout. Et ça pourrait forcément faire la différence ce week-end. Elle espère ensuite monter d'une catégorie et affronter la championne, Valentina Shevchenko. Ce serait pas bon signe pour la française Manon Fiorot, et malheureusement j'ai l'impression que si l'UFC a le choix entre faire combattre Weili Zhang contre Shevchenko ou Fiorot contre Shevchenko, j'ai bien peur qu'ils choisissent de privilégier la chinoise. C'est un combat qu'elle voulait déjà l'année dernière. Malheureusement Valentina s'était blessée, et elle ne pouvait donc pas combattre, donc Weili Zhang se retrouve à devoir défendre contre Tatiana Suarez. Elle va peut-être encore un peu plus asseoir sa domination sur la catégorie. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Et puis j'ai aussi appris qu'elle était énormément populaire en Chine et qu'elle se fait régulièrement arrêter dans la rue pour lui demander des photos, des autographes. Comme lui a dit Michael Bisping, vous êtes le pays le plus peuplé sur Terre. Et toi, tu es la seule, tu es la première à avoir une ceinture UFC. Forcément, ça doit être une grosse fierté. Sean Strickland, lui aussi, s'est prêté à l'exercice. De toute façon, ils n'ont pas vraiment le choix, vous me direz. Il n'y a pas grand-chose à retirer de sa conférence de presse, qui a pourtant duré 20 minutes.
La seule chose qui concerne le sportif, c'est qu'il a expliqué que lorsqu'il n'avait pas de combat de prévu, il était pas très bien, lui, il a besoin de quelque chose qui le motive. Pourtant, il le dit, j'ai l'argent, j'ai la notoriété, je devrais être bien, mais j'ai besoin de me faire mal, j'ai besoin d'aller au combat, j'ai besoin d'avoir un objectif. C'est vraiment la seule chose qu'il a développée. En fait, il s'est installé devant les journalistes. Un journaliste lui a posé une question sur le combat, forcément. Il a répondu, est-ce que t'as pas une question un peu plus drôle à me poser? Et du coup, le journaliste lui dit, oui, et pourquoi tu as fait une moustache de flic raciste? Faut voir la moustache qu'a Strickland, c'est vrai que ça lui fait une vraie tête. Bon, déjà, il explique qu'en Australie, la coupe mulet et la moustache sont à la mode. Et puis sinon, il a parlé de Mitchell, hein, qui d'après lui n'aurait pas dû s'excuser suite à ses propos. En gros, ce qu'il lui dit, c'est que si t'es un pourri, il faut être un pourri jusqu'au bout. Bon, il a aussi pas mal égratigné Shimaev. Mais l'Australie, hein, le combat a lieu en Australie. D'après lui, il y a trop de contrôle en Australie, il y a trop de caméras, ça nuit à la liberté. Et puis il y a eu pas mal d'autres choses aussi. Je vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Strickland aime le combat, il aime être en camp d'entraînement, et donc forcément, il a très hâte à être à samedi soir. Terence McKinney, je vous en parlais hier, hein, je vous disais que j'allais un peu plus approfondir ce sujet aujourd'hui. Il sort d'un super finish au premier round le week-end dernier. Il a expliqué, lui, vouloir s'inspirer de Justin Gaethje. McKinney à l'UFC, c'est quand même 10 combats, 6 victoires, toutes au premier round, et il n'a jamais vu le round 3 à l'UFC jusqu'à maintenant. S'inspirer de Gaethje pour être divertissant, mais aussi forcément pour avoir des bonus. Le seul problème, c'est que malgré ses 6 victoires au premier round, il n'a pas encore reçu officiellement de bonus. Maintenant, il assure que l'UFC prend soin de lui et qu'il reçoit régulièrement des sommes d'argent, un peu comme ce qu'avait expliqué Rainer Derrider suite à son premier combat au sein de l'organisation. Il appartient à une nouvelle équipe, à un nouveau gym, à Orlando, le Fusion MMA, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Il explique en fait qu'il avait besoin d'être beaucoup plus sérieux, donc il a quitté le Texas où il vivait pour la Floride. Il a eu des enfants, ça lui a mis les idées à l'endroit. Il raconte qu'avant, suite à une victoire, il prenait quelques semaines, voire quelques mois d'amusement, qu'il s'entraînait plus vraiment, qu'il sortait beaucoup. Tout ça, c'est fini. On lui demande pourquoi avoir été en Floride et pourquoi dans cette salle. Quand tu penses à la Floride, tu penses plus par exemple à l'American Top Team ou à Stanford MMA. Bon, lui, il est très croyant. Il explique qu'il a prié, qu'il a demandé à Dieu et que c'est Dieu qui l'a mis sur la route du fusion. Samedi soir, ils étaient trois de la même équipe, hein, j'en avais parlé. Il y avait lui, il y avait aussi l'adversaire de Faresiam. Et juste avant lui, le combat juste avant, c'est un de ses coéquipiers qui s'est incliné. Donc on lui a demandé si ça l'avait un peu affecté, parfois de voir ton coéquipier perdre avant toi, ça peut te sortir un peu de ton combat. Il répond que non, que lui, il a la même mentalité que Renato Moicano, hein, à savoir I cannot afford to lose. Donc c'est-à-dire que financièrement, je ne peux pas me permettre de perdre. Donc il était focus sur son combat, et on l'a vu, ça lui a plutôt bien réussi. Et petite anecdote, je ne savais pas, beaucoup de combattants, dont ses coéquipiers, se sont plaints du vestiaire en Arabie Saoudite. Le vestiaire venait d'être peint juste avant l'événement, et apparemment ça sentait la peinture, ça prenait à la gorge, ça a posé quelques problèmes respiratoires à certains combattants. Il y en a même qui ont eu besoin de sortir par moment du vestiaire pour aller s'aérer un peu. C'est dommage, hein, un pays qui a autant d'argent, qui met de telles structures en place, de faire une erreur de débutant à ce point-là. J'espère que ça ne leur arrivera pas de nouveau. Sinon, direction l'Angleterre, et on a Leon Edwards qui espère et qui croit qu'avec une victoire face à Jack Della Maddalena, il sera le prochain pour avoir sa chance pour le titre, pour récupérer sa ceinture face au vainqueur de Bilal Mohamed contre Shavkat Rakhmonov. Et puis il a répété ce qu'il avait déjà dit, hein, que le fait de combattre en pleine nuit lui avait coûté le combat, etc. On va pas revenir là-dessus, mais chez les welter, il y a beaucoup de monde aussi. Et moi, je suis pas convaincu qu'avec une victoire, il soit le premier. Peut-être qu'il faudra, pour lui, combattre de nouveau. Alexandre Pantoja, on parle beaucoup de lui dernièrement, hein, on est chez les flyweight, la catégorie la plus légère de l'UFC. Tout porte à croire qu'il va défendre contre Kai Kara-France, hein, et pas Kai Asakura, comme lors de son dernier combat. Lui, il explique qu'il n'a signé pour affronter personne, et qu'il serait finalement assez intéressé pour monter et affronter Merab Dvalishvili, le champion de la catégorie supérieure. Je suis plutôt étonné et même peut-être un peu déçu, parce que lui disait vouloir régner sur les flyweight, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, surtout qu'il y a du monde, il y a des combats à faire. Après, je comprends, il en a déjà battu pas mal, donc peut-être que la motivation commence à le quitter, et il avait expliqué jusqu'à maintenant que s'il montait chez les poids coqs, c'était seulement pour Sean O'Malley. Il y a une petite embrouille entre les deux, hein, je vous le rappelle, il y a eu un sparring qui est sorti, les deux disent avoir pris l'ascendant sur l'autre, hein, bon ça arrive souvent, et O'Malley ayant perdu sa ceinture, il n'avait plus vraiment d'intérêt à monter. Après, sportivement, c'est sûr que Merab contre Pantoja, ça donne quand même extrêmement envie. Un petit peu d'histoire, un petit peu de stats, hein, on pourrait dire aussi. Dricus du Plessis et Ilia Topuria, ils étaient tous les deux non classés, et ils étaient les premiers combats des prélims lorsque Conor McGregor a affronté Dustin Poirier à l'UFC 264.
2 ans et demi plus tard, hein, ils sont tous les deux champions UFC dans des catégories où il y a du monde en plus, dans de belles catégories, surtout pour Dricus du Plessis à l'heure actuelle. Pour la petite histoire, Dricus du Plessis avait battu Trevin Giles au deuxième round par KO du pur Dricus du Plessis. Il avait l'air un peu mal et boum, il avait touché KO. Et puis Ilia Topuria, lui, avait battu Ryan Hall qui est pas n'importe qui, surtout au sol. Il y avait été sans complexe, KO au premier round. Félicitations à ces deux hommes aujourd'hui devenus champions. On va dans l'Hexagone maintenant et Jordan Zebo qui nous explique via un post Instagram que des news arrivent bientôt. Bientôt le moment de montrer le résultat de tant de rigueur, douleur et sacrifice. Un dur travail d'équipe intelligent au MMA Factory avec des coachs et des partenaires de qualité. Je ne sais pas quelle sera la suite pour lui, mais souhaitons-lui le meilleur. Petite vidéo maintenant de Kevin Lee qui se fait quasiment mettre KO. Il n'était pas bien du tout lors d'un sparring. Vous allez voir un coup de genou sauté. Face à lui, c'est Mirali Usainov. J'avoue que le coup de genou sauté n'est pas très bien inspiré. Je suis pas combattant professionnel, je suis pas à sa place, mais je sais pas pourquoi il nous sort un coup de genou comme ça. Dans l'octogone, en combat officiel, il y a beaucoup de gars qui le font. J'ai toujours très peur pour eux, toujours très peur qu'ils se fassent contrer. Et là, quand vous voyez la façon qu'il a de se relever, il est pas bien du tout. Heureusement que Robbie Lawler est là pour l'aider à tenir debout. Direction les annonces de combat et les rumeurs maintenant, rumeurs insistantes. Alexander Volkanovski contre Diego Lopez pour l'UFC 314 à Miami. Ça pourrait être un 5 rounds, possiblement un main event pour la ceinture intérim. Alors si c'est ça, forcément, tout porte à croire que Topuria va monter prendre Makhachev. Je ne sais pas, mais ça fait 48-72 heures que je vois ça passer. Je voulais pas en parler parce on parle beaucoup de Topuria dernièrement, etc. Il n'y a rien d'officiel. Mais là, ça commence à être de plus en plus insistant. Et toujours sur cette carte de Miami, Tsarukyan pourrait être opposé à Michael Chandler. Alors c'est possible que ce combat ait lieu, Tsarukyan serait de retour donc assez rapidement, tant mieux pour lui. Mais Chandler, franchement, je trouve que l'UFC en fait un peu trop, dites-moi ce que vous en pensez. Il vient de perdre contre Oliveira, à chaque fois qu'il affronte un top contender, entre guillemets, il perd, ok, il est divertissant, même si dans son dernier combat, il l'était un peu moins. Mais là, pour le coup de Chandler, au point où il en est dans sa carrière, je le verrais plus prendre un gars comme Paddy Pimblett. Je sais que beaucoup n'aiment pas Pimblett, mais au moins Pimblett est plus loin dans les classements, plutôt que de prendre Tsarukyan. Pourquoi pas aussi prendre Grant Dawson? D'ailleurs, on en parlera dans la prochaine émission. Une interview plutôt intéressante de Dawson. Mais là, Tsarukyan, c'est le contender numéro 1. Tu mets Chandler face à lui, qui vient de perdre un combat. C'est-à-dire que si Chandler gagne, on va lui donner sa chance à la ceinture. Ça fait pas vraiment de sens pour moi. J'aime beaucoup Michael Chandler, mais là, je pense que c'est le moment de le faire un peu décrocher du top 5. Il peut y avoir des combats très intéressants en dehors, mais j'ai l'impression que l'UFC a vraiment beaucoup de mal avec ça. Après, lui, il en profite, je lui jette pas la pierre. Il a entièrement raison. Sinon, on a Onama qui affrontera Shikadze à la T-Mobile Center de Kansas City. Ça aura lieu le 26 avril. On a aussi Danny Roberts, un Dan Hot Chocolate, combattant anglais qui se sépare de l'UFC, ou plutôt l'UFC qui se sépare de lui après 10 ans de bons et loyaux services, comme il le dit. Il est arrivé aux États-Unis, il avait rien, il a cru en son rêve, il a réussi à aller jusqu'à l'UFC, malheureusement, il n'aura jamais été jusqu'à la ceinture, il n'aura pas eu le Graal. Mais en tout cas, au bout de 10 ans, il se sépare. Va-t-il continuer sa carrière ou non? Et il ne dit rien là-dessus. Mais un combattant qu'on a vu plusieurs fois dans l'octogone et qui a eu de bons moments. On va évoquer maintenant, avant de passer à la minute auditeur, une embrouille entre Mike Perry et Jeremy Stephens. C'est Perry qui en a parlé dans son podcast. Apparemment, beaucoup de combattants UFC ce jour-là étaient à un concert de Snoop Dogg. Snoop Dogg jetait des joints dans la foule et les combattants se jetaient dessus apparemment. Et Jeremy Stephens aurait bousculé ou poussé Mike Perry, lui aurait mal parlé. Et du coup, lui, Mike Perry l'a repoussé en échange et l'a fait tomber par terre. Il y a des combattants qui se sont interposés, notamment Tyson Pedro qui a dit ouais c'est bon, ça vaut pas le coup, vas-y calme-toi. Et en gros ce que dit Mike Perry, c'est vu ce que je lui ai fait ce soir-là, vu comment je l'ai projeté au sol, imaginez si on s'affrontait tous les deux au barnacle. Il y a quand même un gros écart de points entre les deux, mais vous me direz, Perry a affronté, si je dis pas de bêtises, Alvarez. Alvarez a affronté Stephens, donc peut-être que ça pourrait se faire. En tout cas, c'est peut-être un début de quelque chose pour commencer à vendre le combat. Si c'est le cas, c'est plutôt malin de sa part. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui, mais on va passer tout de suite, inquiétez pas, à la minute auditeur. Si vous pouvez penser à liker, vous abonner, commenter. Et tout de suite, c'est votre moment avec la minute auditeur. Et on commence avec David Gauthier qui me dit « Pour moi, je vois Duplessis gagner contre Strickland. Ensuite, je pense que c'est Khamzat qui mérite le combat pour la ceinture. Et il y aura Imavov Strickland 2. Et si Imavov gagne, là, un combat pour la ceinture. Pour moi, ce serait la suite logique. Après, l'UFC réserve beaucoup de surprises. » Ce à quoi Norens répond
Je suis assez d'accord, j'ai pas compris le combat entre DDP et Strickland. Moi, j'aurais dit DDP versus Ramzat et Imavov en troisième. En quoi Strickland mérite mieux que Nassourdine qui vient de prendre 4 top 10 en un an? Alors ça, on a eu un élément de réponse, c'est que l'UFC avait promis à Strickland, suite à sa victoire sur Paulo Costa, d'affronter Dricus du Plessis. Mais ça, c'était avant que Chimaev ne batte Whittaker de la façon qu'on connaît tous. Et même l'entraîneur de Strickland, rappelle-toi, j'en ai parlé ici, a dit qu'au moment où il a vu Chimaev battre Whittaker de cette façon-là, il s'est dit: «Oh, je suis plus très confiant, peut-être que l'UFC va faire passer Chimaev avant nous». Finalement, ça n'a pas été le cas. Je pense que déjà, Strickland, il parle beaucoup. Ça fait un peu vendre. Strickland a eu un combat très serré contre Dricus du Plessis. Il a battu Costa. Je pense que c'est aussi une façon de lui rendre. Et on a Ced MTL Rules qui nous dit: il faut attendre le résultat de DDP versus Strickland pour se faire une idée. Si Strickland gagne, Nas a des chances de faire le combat pour le titre. Entre la story, les problèmes de visa de Khamzat, il se peut que Tonton Dana préfère un combat aux US et choisisse la facilité. Je ne pense pas qu'un jour je dirai ça, mais j'espère que Strickland va gagner. Les problèmes de visa, j'en avais pas pensé. C'est vrai que Imavov a déjà affronté Strickland, il y a une petite histoire entre les deux. Maintenant, les visas, j'ai pas pensé si ça pose un gros problème, c'est possible que ça puisse bénéficier à Imavov, même si pour l'instant, dans mon esprit, j'ai plutôt Khamzat qui va avoir sa chance assez rapidement. Et puis tu continues en disant: j'ai bien peur que si Khamzat passe devant et prend la ceinture, ça devienne très difficile pour Nassourdine, car même avec toute la réussite qu'on peut lui souhaiter, Nas ne passe pas Khamzat, c'est un Khabib 2.0, alors souhaitons de toutes nos forces que Strickland passe DDP et que Dana veuille absolument faire la ceinture en pay-per-view aux US, en considérant que Khamzat n'est pas son visa, sinon c'est mort pour Nas. C'est vrai que ça va être très dur contre Chimaev. Moi, je veux pas entourer Nassourdine, mais Chimaev, je te dirais, il excelle dans un domaine. Et quand tu as un combattant qui excelle comme ça, surtout la lutte, qui est un élément clé du MMA, c'est très compliqué à passer. Ce serait un combat très dur. Maintenant, tout reste possible dans le MMA. Hipip qui me dit: en quoi Chimaev mérite plus qu'Imavov? Le mec ne fait même pas un combat par an, il rate ses pesées. Ok, il a fait une dinguerie contre Whittaker, mais mis à part ça, Imavov est sportivement 3 fois plus méritant. Alors moi, Chimaev, sportivement, je trouve qu'il mérite quand même. Maintenant, je suis d'accord, à côté, il y a des problèmes de visa, de pesées loupées, de maladies, de combats annulés, etc. Battre Whittaker, c'est quand même pas rien, surtout comme il l'a battu. Après, je suis d'accord, dans le top 10, j'ai l'impression que Imavov a plus prouvé, a pris plus de gars. Il vient de mettre KO Adesanya, c'est très fort aussi. Mais je pense que c'est la notoriété de Chimaev qui va faire la différence, hein. Depuis ses débuts à l'UFC, c'est un phénomène. Beaucoup de gens l'apprécient, l'UFC aussi. Et puis bah, c'est MTL, hein, qui répond: c'est le business avant tout. Khamzat fera plus de pay-per-view. C'est triste, mais c'est pas nouveau. Et puis ensuite, on a Lebrac qui me dit: je serais curieux de savoir combien de combats il reste à faire sur contrat pour Adesanya. S'il part maintenant, il n'aura pas à rougir d'avoir perdu contre des mecs de la nouvelle génération. En plus, il a montré de bonnes aptitudes et un bon physique dans ses 3 derniers combats, malgré les défaites. Ça serait dommage qu'il se mange encore d'autres défaites plus sales qui terneraient son palmarès. Je suis d'accord. Après, il n'en est pas non plus au point de Ferguson, il est compétitif dans ses combats. Mais des fois, c'est peut-être un peu, hein, le destin qui te parle. Tu prends un combat contre Strickland que tu perds, t'étais peut-être à côté de tes pompes, ok. Ensuite, tu te fais soumettre contre DDP. Ensuite, tu te fais mettre KO. Peut-être qu'à un moment, voilà, le haut niveau, c'est fini, c'est dur à dire. Moi aussi, je préférerais le voir se retirer. De toute façon, même s'il lui reste des combats à son contrat, il peut décider de ne plus combattre et d'arrêter. Je préfère aussi, moi, le voir se retirer que continuer de le voir prendre des coups, ternir sa réputation. Même si, comme le disent Strickland et DDP encore hier, hein, ça reste une légende, peu importe ce qu'il fera ensuite. Il a inscrit son nom dans le Hall of Fame des middleweight. Je suis plutôt d'accord avec eux, mais quand même, si tu peux te retirer en bonne santé, je pense que c'est toujours mieux. Et puis un peu plus de précision sur les combats de boxe anglaise dont je parlais hier avec Jim. Joshua contre Wilder, le combat poids lourd qu'on veut tous. En 2020, 3 petits points. Vu ce que vaut Wilder maintenant, si Joshua veut de ce combat, à mon avis, c'est qu'il court davantage après le pognon que les ceintures. Et il y a du monde qui arrive derrière, donc c'est qu'il est fini en tant que champion. Quant à Canelo contre Crawford, je comprends que ça hype, mais je suis pas convaincu. Crawford a quand même démarré en moins de 61. Certes, là, il est en moins de 69, mais il vient de monter, alors que Canelo, qui a commencé bas aussi, mais ça compte pas, il avait 15 ans, c'est sa catégorie de prédilection, les moins de 72, il est allé jusqu'au moins de 79. Crawford va peut-être venir simplement avec son poids de forme à la pesée et au combat, alors que Canelo aura cuté comme un mannequin et va se pointer au combat avec 8 kilos de plus. J'ai décidé de vous lire ce message parce que moi, l'anglaise, vous le savez, je regarde de loin. Là, il y avait du détail, au moins les gens qui ne savent pas, maintenant vous êtes au courant. Et je vous remercie tous d'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo à 17 h. Passez tous une très bonne soirée.